明天一定要找到阿坤女人，跑到一个更远的地方。做后面就要回到凯里了。 C'est en fait le second film de ce très jeune cinéaste chinois qui n'est âgé que de 28 ans dont le premier film, Kylie Blues, avait fait sensation lors de sa sortie. On voyait d'emblée un auteur, quelqu'un avec un style, une affirmation, un univers très fort, un auteur qui vient de la poésie. À la base, c'est quelqu'un, Bigan, qui écrit de la poésie, et Kylie Blues était imprégné de cette poésie. Donc ça, c'était dès son premier film, Kylie Blues, qui racontait l'histoire d'un jeune homme, enfin pas si jeune d'ailleurs, mais d'un homme qui retourne dans sa ville natale, Kylie, qui je suppose est celle de Bigan, au cœur de la Chine, et qui renoue avec sa famille, voilà, et qui se perd un petit peu entre le passé, le présent, le rêve et la réalité. Et le film était scindé en deux parties, avec un plan séquence de 45 minutes, qui occupait la quasi-totalité de la deuxième partie, mais qui était un plan séquence un peu fait à l'arrache. Et donc la première façon, je crois, d'aborder Un grand voyage vers la nuit, c'est presque de le voir comme un remake de Kylie Blues. 跑到一个更远的地方。做后面就要回到凯里了。无论如何也逃不脱。反正你的事都消失于光明。 Donc c'est un film de 2h10 qui lui aussi est coupé en deux parties, une partie d'1h10 et une partie d'1h. La première partie, en fait, ce qu'elle a de frappant, je dirais, c'est sa façon de convoquer la cinéphilie, non seulement la cinéphilie chinoise, c'est-à-dire le cinéma chinois, qu'aujourd'hui on commence à bien avoir identifié quand même, c'est-à-dire que, enfin chinois ou asiatique. Alors on pense évidemment, on pense à Wu Xiaoxian, à Goodbye South Goodbye, avec ces histoires comme ça de petits mafieux qui vivotent dans une ville, qui vont d'un endroit à l'autre sur des motos avec un rythme extrêmement langoureux. On pense aussi à Tsai Ming-liang, notamment je trouve à Goodbye Dragon Inn et ses intérieurs poisseux, humides, son extrême lenteur du rythme et puis ses horloges cassées, quoi, qui est vraiment une figure qu'on retrouve à la fois chez Tsai Ming-liang et à la fois chez Bigan. Les horloges s'arrêtent, quoi. Il y a tout un truc sur le temps, forcément, qui en découle. On pense également à Pichatpong Weerasethakul, le roi du film en deux parties, qui avait inventé, enfin pas inventé, mais qui avait en tout cas popularisé ce procédé avec Blissfully Yours, et puis après avec Tropical Malady. Donc il y a l'idée de commencer un deuxième film dans une deuxième partie avec un nouveau générique. Ça c'est un truc qu'on a vu avec Weerasethakul et que Bigan refait là, presque comme une sorte de sampling, de citation vraiment directe. Et puis on pense, évidemment, c'est la référence, je pense, la plus majeure à Wong Kar-wai, notamment Nos années sauvages, enfin, je dirais plutôt le Wong Kar-wai des 10-15 premières années jusqu'à In the Mood for Love. Avec aussi l'obsession du temps qui passe ou qui ne passe plus, justement, d'être bloqué comme ça sur un temps fini, un temps figé. Et puis ces atmosphères envapées de films noirs, mais dont il ne resterait que des lambeaux, que des traces comme ça, et on partirait à la recherche à la fois de fantômes, et qui sont des fantômes de personnes qu'on a connues, que ce personnage a connues, et à la fois des fantômes du cinéma. C'est vraiment un film qui est, je crois, ouvertement maniériste, ouvertement cinéphile, par lequel Bigan dit, bah voilà, j'ai une cinéphilie, je l'assume, je vous dis, moi j'ai aimé ces cinéastes-là, mais j'aime aussi le cinéma américain. Je trouve qu'il est difficile de ne pas penser à David Lynch en voyant ce film, pour sa capacité à mêler... Alors Lynch, c'est un peu une énorme, vraiment, c'est l'énorme référence dont on peut un peu abuser. Lynchien est même devenu un adjectif, donc évidemment, trop de choses sont lynchiennes, mais je crois que là, quand même, sa façon de convoquer le passé dans le présent et le rêve dans la réalité, et de créer une zone... Donc, chez Lynch, on appelle ça le Lynchland, mais là c'est un Biganland dans la deuxième partie, qui n'est ni réel, ni passé, ni présent, ni futur, mais qui est autre chose, qui est une pure zone de cinéma. Ça vient de Lynch, ça vient aussi de Tarkovsky, enfin voilà, il y a quand même tout un tas de références comme ça qu'on peut convoquer, qui sont ce cinéma moderne ou post-moderne, voilà, qui se réfère à l'expérience du temps et de l'espace dans lequel Bigan s'inscrit. 肯定又是在梦里面啊。
他总是消失一段时间又回来。Et puis soudain, il se passe un truc. Au bout d'une heure, le personnage principal se retrouve dans un endroit un peu étrange. Vous avez vu une sorte de ruine, de village en ruine, et puis il y a un cinéma dans cet endroit. Il rentre dans le cinéma, et là d'un coup débute un deuxième film. Donc tout ce qu'on a vu dans la première partie, tous ces éléments un peu épars et compliqués à expliquer, en fait prennent sens dans la deuxième partie. Ils prennent pas forcément sens de façon cartésienne, ils reconvoquent tous les personnages, et ils les mélangent. Il les mélange comme dans un univers mental, un peu comme René pourrait faire, par exemple. C'est une autre référence que je n'ai pas citée tout à l'heure, mais Alain René aussi, c'est quand même le roi pour faire ces films cerveau, où d'un coup toutes les choses se reconfigurent dans une autre partie, et ce qu'on croyait avoir vu en fait prend un autre sens. Il y a cette partie de ping-pong absolument incroyable, parce que, au fond, comme on est dans une prise de vue réelle, on ne sait pas ce qui peut se passer là, c'est pas un champ contre champ. Donc il joue vraiment au ping-pong. Et qu'est-ce qui se passe, par exemple, si la balle tombe, et que c'est pas ce qu'avait prévu le cinéaste. Bon, il faut reprendre le plan séquence, il faut le recommencer au début. Alors c'est pas grave, on n'est qu'au début. On peut imaginer que on refait le plan. Bon. Plus tard, il va jouer, il va partir de cet espace, il va reprendre le tunnel, il va remonter, il va rencontrer des personnages un peu des sortes de malfrats, il va jouer au billard avec l'un d'entre eux, et il va se donner un défi qui consiste à dire que si il ne gagne pas la partie de billard, il va devoir se battre. Bon. Et il gagne la partie de billard. Mais qu'est-ce qui se passe s'il ne gagne pas ? Est-ce que là, il y a un embranchement du récit ? On ne sait pas, en fait. On ne sait pas ce qui peut se passer. On a accès à un chemin, comme ça, qui est pris par le personnage, dans une seule prise, et on ne sait pas ce qui peut se passer si ça échoue. Et ça crée une tension, qui, pour moi, est vraiment le sujet du film, qui est la magie du cinéma, et qui est la magie de la prise, et qui répond à cette question, que peut aujourd'hui le cinéma ? Il y a une façon d'envisager le film comme lynchien, je crois, c'est dans son rapport entre le réel et le rêve. L'interprétation majoritaire de Mulholland Drive, celle dans laquelle je crois, c'est que la première partie, qui est filmée comme le réel, serait en fait un rêve, et la seconde partie, à partir du moment où on s'enfonce dans la boîte bleue, est filmée comme un rêve, mais serait en fait le réel. C'est ça qui fait un truc et qui fait qu'on est perdu et qu'au début on ne saisit pas où on est, dans quel espace on est. J'ai le sentiment que Bigan fait la même chose dans une certaine mesure avec ce film, en filmant toute la première partie comme un rêve, je répète, ces atmosphères envapées comme ça, ces bribes de mémoire qui apparaissent et qui se mélangent dans la continuité sans qu'il y ait de rupture, sans qu'il y ait flashback, etc., avec le réel, de façon assez désordonnée et en même temps elle est assez triste, elle est assez poisseuse cette première partie. Donc je crois que c'est la réalité, mais que c'est filmé comme un rêve, et qu'à partir du moment où on est dans le plan séquence, on passe dans un rêve, alors que le plan séquence, quand même, dans l'histoire du cinéma, c'est plutôt, depuis Bazin en tout cas, depuis que Bazin l'a théorisé, c'est plutôt l'irruption du réel. Quand on filme en plan séquence, c'est parce que le montage ne triche plus d'un coup et qu'on a accès à un bloc de réel. Sauf que lui, son bloc de réel, avec tous les moyens technologiques dont on dispose aujourd'hui, il en fait un rêve. Il fait qu'à un moment, on peut devenir un aigle si on a envie. Il fait qu'on peut passer d'un espace à l'autre, comme ça, presque magiquement. Il théorise un peu cette idée à un moment en faisant dire à son personnage que la mémoire, c'est un mélange de vrai et de faux, mais qui est désordonné, alors que le cinéma, ce n'est que du faux, sauf que c'est ordonné. Il y a un regard au cinéma, les choses ne sont pas faites par hasard. Et cette façon de mélanger les deux régimes d'image, en fait, je pense que c'est l'idée centrale du film que Bigan veut nous dire, à savoir que le cinéma, c'est du faux, il faut l'assumer, et que par ce faux, on accède au vrai, en fait. Le personnage arrive comme ça dans cette maison, et puis embrasse une femme, et la maison se met à tourner.
Et Vertigo, en fait, si on y réfléchit bien, c'est la référence principale du film. Et il le dit là dans cette dernière scène, c'est-à-dire que la scène la plus connue de Vertigo, c'est quand Scotty est dans l'hôtel avec la lumière verte et rouge, qui d'ailleurs imprègne tout le film là, et que enfin, ça y est, elle est là devant lui, elle se matérialise et il l'embrasse dans un moment où le rêve et la réalité se mélangent. Je pense que c'est le film miroir principal. Si je devais citer une œuvre littéraire, je parlerais de Modiano. Et oui, parce que le côté souvenir, le côté perdu dans le passé, un homme qui recherche une femme et qui a du mal à la retrouver, qui se perd dans ses souvenirs, et en même temps chaque souvenir est inachevé, finit par aboutir à un rêve. C'est très Modiano, et je crois savoir que Bigan a lu Modiano. Donc à mon avis, c'est pas complètement un hasard, et je pense qu'il se reconnaît bien dans cet univers-là ouvertement. Rien ne remplace pour moi l'expérience de la salle, et je trouve que des films comme justement Un grand voyage vers la nuit sont faits pour ça, quoi. Rappellent à quel point la salle, ça reste un truc unique. On ne peut le vivre qu'en salle, ce film. Parce que si on le voit chez soi, on n'aura pas forcément accès à la 3D. Très probablement, on n'aura pas accès à la 3D, alors que c'est quand même assez essentiel. Ça donne quand même un aspect très, très matériel et concret à ce rêve, ce qui est très beau, justement, et très paradoxal, mais c'est important. Et on n'a pas accès au gigantisme de ce film. Voilà. Donc pour moi, la salle, c'est plus que jamais vital.